Et 14h30 apparaît, bienvenue dans votre rendez-vous derrière l'image. On prend le temps, comme chaque jour, de décrypter l'info à partir d'une photo qui fait sens. On vous parle aujourd'hui de la paix Made by Trump. Vaste concept, quelle paix possible sous parrainage américain dans ce monde. C'est Cyril Payen qui va décrypter pour nous le dossier. Bonjour Cyril, vous nous avez ramené non pas une, mais 4 photos aujourd'hui, 4 succès, c'est comme ça qu'on dit, diplomatiques de Donald Trump. Oui, en tout cas, c'est comme ça qu'ils sont vendus. Effectivement, enfin, tout va si vite, on le sait avec Donald Trump, qu'aujourd'hui on a un petit peu changé cette règle de derrière l'image. Alors ce n'est pas une belle image, ce sont des promesses de paix, donc on va vous montrer voilà, ce qu'on appelle un quadriptyque, comme son nom l'indique. C'est 4 images qui illustrent des plans de paix selon Trump, vous le disiez, lui qui se targue d'avoir réglé tellement de conflits dans le monde depuis son retour début 2025 à la Maison-Blanche. Donc cette photo, elle représente aussi cette surconsommation d'images, de culte de la personnalité, de réseaux sociaux qui est illustrée par cette nouvelle présidence Trump américaine. Donc elle nous emmènera évidemment au Proche-Orient, mais aussi en Afrique et puis en Asie du Sud-Est. Le président américain ratisse large, mais au-delà de cette petite allusion à ce quadriptyque avec ses réseaux sociaux, ce n'est pas une photo qu'on vous montre aujourd'hui, c'est plutôt un trompe-l'œil, un trompe-l'œil de cette méthode américaine. Le trompe-l'œil, qui je le rappelle, ça ressemble à la réalité, mais ce n'est pas la réalité. C'est une sorte de miroir sans teint des nouvelles relations internationales imaginées par Donald Trump sur fond de relations musclées, très court-termistes, on va le voir dans cette chronique, et puis aussi ce rapport de force très très ancré dans son rapport à autrui, avec lui au milieu. Alors, le mieux, c'est quand même que ce soit Donald Trump qui va en parler pour et par lui-même. Je vous propose de revenir à son allocution de septembre dernier. C'était au Conseil de sécurité tout de même de l'ONU, où il va annoncer évidemment qu'il est un grand faiseur de paix, qu'il est d'ailleurs, il devrait être, selon lui, être titulaire du prix Nobel de la paix. Il faudrait inventer un prix Nobel de la presque paix. Là, peut-être qu'il pourrait être éligible. On l'écoute, c'était en septembre à New York. Ce sont des guerres sanglantes qui tuaient des milliers et des milliers de personnes, notamment le Cambodge, la Thaïlande, le Kosovo et la Serbie, le Congo et le Rwanda. C'était une guerre, mais extrêmement violente. Le Pakistan et l'Inde, Israël et l'Iran, l'Égypte et l'Éthiopie, et l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Tous ces pays étaient concernés. Aucun président, aucun premier ministre, et à vrai dire, aucun pays au monde n'avait jamais fait une chose pareille. Et je l'ai fait en l'espace de 7 mois seulement. C'est du jamais vu, du jamais vu. Voilà, l'usage du passé pour parler de ces guerres est assez intéressant. On va commencer par prendre photo par photo les unes après les autres. On va commencer évidemment par le conflit au Proche-Orient, avec ces accords donc annoncés en grande pompe à Gaza. On paraphrase le président américain à l'ONU, du jamais vu, a-t-il martelé. Et quand il scelle, c'est cette photo donc, qu'il y a eu en Turquie sur les accords qui ont mené au cessez-le-feu du 10 octobre dernier, on va revenir. Mais s'il avait annoncé, je le cite de mémoire, cette aube historique pour le Proche-Orient, on n'a pas peur d'utiliser les mots importants. Et il a même ajouté, c'est la première fois en 3000 ans que la paix a été rapportée dans cette région du monde. Alors dans les faits, le problème c'est les faits avec le président américain. Il a forcé ce deal. D'ailleurs, ça renvoie aussi d'une certaine manière à une action face à une forme d'inaction de ses prédécesseurs, ça on y reviendra, mais il faut quand même lui rendre grâce sur cet effet. Le problème c'est le 10 octobre, donc ce deuxième grand cessez-le-feu à Gaza, on connaît la situation à Gaza, et depuis le 10 octobre, aujourd'hui nous sommes en décembre, 400 morts depuis ce cessez-le-feu, donc parle-t-on de nouvelles formes de guerre ou d'un véritable cessez-le-feu. 58% de la bande de Gaza est occupée par l'armée israélienne et le désarmement du Hamas, qui faisait partie de ces accords, est très 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 loin, évidemment. Quid de la force internationale qui avait été avancée par ce mail de Donald Trump lors de ces accords scellés le 10 octobre dernier, ou d'un gouvernement de transition issu de la société civile palestinienne, tout cela, évidemment, on en est très loin, et c'est évidemment dans ces détails que le diable des accords de Donald Trump se loge, puisque cet accord est prévu en 20 points et qu'on n'est même pas au deuxième point, et que, in fine, on n'a pas le sentiment franchement que ça puisse vraiment l'intéresser
intéressé. Lui, ce qui l'intéresse, c'est le chiffre. Donc cette guerre au Proche-Orient qu'il avait réglée est très symptomatique de cette méthode de Trump. Malheureusement, hélas, effectivement, du côté israélien, pratiquement tous les otages, enfin en tout cas tous les otages vivants ont été rendus, mais il n'y a pas d'avenir tangible pour les Palestiniens de Gaza et au-delà, puisque je rappelle que 95% des 2,3 millions de Gazaouis vivent dans 150 km², une toute petite poche, la plus haute, la plus forte densité humaine du monde. Et c'est fait partie de ça aussi, ces détails avec un avenir extrêmement sombre. Donc ça, c'est le Proche-Orient. Voilà, donc la paix qui n'est évidemment pas concrétisée. On voit évidemment ces dépouilles ramenées à la morgue. On va peut-être se rendre en Afrique maintenant. Les mêmes effets d'annonce et le même succès à la Trump finalement. Oui, puis là, le temps va aussi extrêmement vite. C'était ces accords qui opposent le Rwanda, réunissent le Rwanda et la République démocratique du Congo. L'encre est encore même pas sèche, si je puis dire, puisque ça a été forcé en juin dernier par l'administration américaine entre le président Kagame et le président Tshisekedi, validé il y a quelques jours à Washington. Et voilà que cette guerre très lointaine dans ce continent africain, où le président américain aimerait bien que cette fameuse Pax Americana 2.0, c'est en fait comment être le gendarme du monde. De sa méthode, voici cette photo qui était jugée comme un accord absolument historique, l'accord de Washington. Eh bien, sur la réalité, eh bien, effectivement, c'est extrêmement difficile. D'abord parce que le président rwandais a pour l'habitude, et puis il suffisait d'un tout petit peu d'avoir de background du diplomatique pour savoir que le président rwandais, il parle et il attaque, il parle et il fait la guerre, c'est pas du tout un problème pour lui, et que la principale milice concernée, le M23, ne faisait pas partie de ces accords. Donc ça rejoint toujours ces manières de faire assez court-termistes, et là maintenant, au moment où on parle, c'est depuis quelques jours, c'est carrément un risque d'embrasement régional qui menace cette région des Grands Lacs. Donc effectivement, pas de son de cloche de la part de Donald Trump. Son administration est extrêmement inquiète, mais on sent évidemment qu'une fois de plus, on a été beaucoup trop vite. Et puisqu'il y en a pour presque tous les continents, cette paix à la Trump, on va se rendre maintenant en Asie du Sud-Est. On en a beaucoup parlé sur cette antenne, à vos côtés notamment Cyril, la situation entre la Thaïlande et le Cambodge. Effectivement, mais là aussi, et alors là c'est un temps qui s'accélère d'autant plus puisqu'on est déjà deuxième accord de paix. Vous allez voir la première image qui était en Malaisie, en marge d'un sommet à Kuala Lumpur, en Asie du Sud-Est, un des premiers voyages dans cette région hautement stratégique et convoitée par les États-Unis, qui est l'Asie-Pacifique. Donc il est en Malaisie, il signe cet accord, alors qu'en juillet, ce très ancien conflit, alors là on est bien plus ancien encore que le conflit rwandais et congolais, un conflit qui émane de la décolonisation il y a plus de 150 ans, entre un conflit territorial entre le Cambodge et la Thaïlande. Donald Trump fait cette paix. Quelques semaines plus tard, la Thaïlande dénonce ce cessez-le-feu. Les combats reprennent et aujourd'hui, on est en plein dedans puisqu'au moment où on parle, l'aviation, ce sont des F-16 américains vendus par l'Amérique aux Thaïlandais, ont bombardé la province de Siem Reap, c'est-à-dire c'est au nord, très à l'intérieur du territoire cambodgien, et on ne compte plus des centaines de milliers de déplacés des deux côtés. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez cette image qui est l'image toujours surexposée du président américain faiseur de paix, et il a refait la paix vendredi dernier, alors qu'on était dans une sorte d'hubris des deux côtés de bombardement. Donc vendredi dernier, il y a une autre image, c'est sur les réseaux sociaux, où il dit « ça y est, c'est de retour ». Back to peace, en anglais, je vais essayer de traduire, en français, c'est retour à la paix. C'était vendredi dernier. Quelques heures plus tard, les bombardements reprenaient de plus belle. Personne ne croit vraiment, en fait, in fine, et c'est ça l'idée, ne croit vraiment à ces accords de paix lancés ou initiés par Donald Trump, puisque, effectivement, tout cela est extrêmement empreint de superficialité, et je suis poli. Alors, il nous manque évidemment l'Ukraine, le dossier ukrainien, qui est peut-être un peu plus coriace parce qu'on voit, malgré des discussions en cascade, il y avait encore une délégation américaine qui rencontrait le président Zelensky à Berlin ce matin. On voit quand même que là, c'est un peu plus compliqué à instaurer, mais on ne doute pas qu'il va réussir à annoncer quelque chose. Il va annoncer quelque chose parce que c'est ça son but, c'est de faire cette photo sur les réseaux sociaux. Le problème, c'est qu'il patine, il n'y arrive pas. Et puis, il s'en mêle un peu, je dirais, les pinceaux diplomatiques, puisque là, effectivement, la guerre ne date pas d'hier. C'est une guerre qui est aux portes de l'Europe, qui implique, on en parle abondamment sur cette antenne, les systèmes anciens de défense de l'Europe, les relations entre les États-Unis et l'Europe. Et là, on est complètement dans sa campagne électorale et on est complètement dans sa manière de penser. Et il se heurte effectivement au refus de cet homme qui incarne la résistance ukrainienne depuis 4 ans et qui n'entend pas plier, puisque là, les envoyés spéciaux de Donald Trump, qu'il utilise un peu partout, Steve Witkoff,
Lavrov, son gendre Jared Kushner pour le Proche-Orient, mais maintenant aussi qui est envoyé sur la question du conflit entre la Russie et l'Ukraine, ne sont pas des spécialistes de la diplomatie et se laissent souvent retourner concrètement sur l'affaire de la relation entre l'administration américaine, la nouvelle administration américaine et l'administration russe. On voit bien que les plans de paix, les cessez-le-feu qui sont présentés ne sont finalement que des copies fournies, et ça a été documenté par l'administration de Vladimir Poutine. Donc là aussi, face à des administrations, des gouvernements, des diplomates rompus à cet exercice depuis de très nombreuses années, avec une grande volonté hégémonique, eh bien, la réalité de la diplomatie de Trump se heurte finalement exactement à cette réalité, et puis fait très largement long feu. Merci beaucoup, Cyril Payen. C'était derrière l'image, la chronique pour décrypter l'info à partir de clichés qui font parler s'ils ne font pas sens. 4 images aujourd'hui. Merci à vous, Cyril.